Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins. Et vous savez, c'est drôle comme parfois le hasard fait extrêmement bien les choses, puisque ayant lu le manga Fortnite of the Apocalypse, en partie en tout cas, je savais à peu près ce qui allait finir par arriver dans cet épisode ou dans un épisode à venir. Mais quel heureux hasard que pile au moment où cet épisode nous dévoile cette information, je décide de prêter un tout petit peu plus attention à l'opening de cette deuxième saison sur un détail qui pourrait paraître insignifiant réellement et qui nous montre deux personnages se faisant face, deux personnages féminins que jusqu'ici je n'avais pas encore vraiment identifiés, j'arrivais pas à les recadrer. Et puis j'ai regardé un peu plus cette image et je me suis dit, hmm, une fille avec des cheveux un petit peu blancs, argentés, une fille avec des cheveux noirs. Connaissant les événements de cet épisode, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être Gila et Jericho? Et ben alors là, jackpot! Je vous assure que c'était absolument pas prévu. Et cet épisode a été, ma foi, particulièrement délicieux à regarder. Parce que si le début d'épisode se concentre sur Donnie, Nation et Anne qui arrivent finalement à rattraper Perceval après leur combat contre Galan et Merascola, et que la toute fin, la scène post-générique de cet épisode se concentre sur, bah, visiblement ces deux-là sont visiblement revenus à la vie d'une manière ou d'une autre. La quasi-totalité de cet épisode va se concentrer sur le personnage de Jericho, qui fait son comeback. Et non pas que c'était nécessairement un personnage ultra important de Nanatsu, tout comme Gila, mais je dois bien avouer que voir ces deux-là s'affronter et tout ce que Nakaba essaye de faire, tout du moins avec Jericho, même si je n'approuve pas forcément, je trouve ça, mais alors, tellement intéressant pour les mêmes raisons que la relation entre Lancelot et Guenièvre. On en pense ce qu'on veut, je trouve ça particulièrement intéressant d'un point de vue narratif, d'un point de vue psychologique, à plein d'égards différents. Mais on va repartir un petit peu au début. Donc on retrouve Kion et Jade, avec Kion qui est un petit peu enchaîné, surveillé par Jade, parce que bon, tu tentes d'assassiner deux membres des quatre cavaliers de l'Apocalypse, on se pose deux, trois questions sur toi quand même. Et Kion va se justifier en disant, en gros, qu'il fait ça pour protéger le prince Tristan, parce qu'il a peur que l'un des cavaliers utilise son statut pour faire du mal au prince Tristan. Et Kion, tout comme Ise, est complètement en mode adoration de Tristan et veut le protéger quoi qu'il arrive. Donc on a déjà un des cavaliers de l'Apocalypse qui a une fanbase particulièrement toxique. Bah, figurez-vous que Lancelot a des romances particulièrement toxiques. Ah, c'est fantastique, je vous assure. Parce qu'en fait, du coup, ce qui est très drôle, du coup, c'est que Jeanne dit à Kion, non mais en fait, t'es complètement super sombre, en fait, d'envisager toujours les pires scénarios. Et Kion qui est en mode, bah oui, mais c'est pour ça que je peux pas lui dire, du coup. Parce qu'il a conscience, effectivement, que c'est super glauque ce qu'il raconte. Et en fait, ils vont sentir une présence, la deuxième personne qui était venue avec Merascoula, qui se révèle être effectivement un chevalier de Camelot, avec un aume avec une étoile dessus. Donc la personne que Lancelot recherche. Et cette personne, en fait, va très vite se débarrasser, on va dire, de Jade et de Kion. Jade essaye de dire oui, non mais normalement ici on garde les prisonniers les plus dangereux, faut une autorisation spéciale pour venir ici, qu'est-ce que vous foutez là, on vous connaît pas, tout ça, tout ça. Je suis sûre que vous êtes même pas de Lyonesse en plus. La personne va lui répondre, ah si si, je suis un ancien chevalier sacré de Lyonesse et vous allez juste pas pouvoir m'arrêter en fait. Et en fait elles attaquent vite fait et
je sais plus si c'est Jade ou si c'est Kion qui balance ça, mais franchement, ça c'est le genre de réplique que je comprends jamais dans ce genre d'histoire. Ça va de ah, mais vous avez pas d'honneur, du coup, vous attaquez sans prévenir, machin, machin. Les mecs, à un moment, elle a aucune obligation, en fait. Moi, personnellement, je m'en fous que vous ayez un code de chevalerie, c'est très bien, mais vos ennemis sont pas obligés d'en avoir un non plus, hein. Enfin, c'est toujours les gentils qui sont étonnés que les méchants fassent des trucs de méchants, dis donc, ou des trucs normaux. C'est débile. Et en fait, alors que Kion va vouloir utiliser son sylph, encore une fois, bah en fait, il va se retrouver à ne plus être capable de parler. Et Jade va très très vite le suivre. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que bah, il commence à être légèrement congelé en fait par le pouvoir de cette personne. Et je vous assure, véridique, pourtant j'ai lu le manga, je savais que, que tout ça allait arriver, à peu près, à 2 ou 3 exceptions près. J'ai vu le pouvoir de glace, j'ai pas du tout tilté. C'est quand Gila a commencé à en parler que je me suis dit, mais oui, c'est logique. Et un autre truc aussi, enfin, c'est génial, puisque du coup, donc, alors qu'ils étaient prêts à être congelés, la vice-capitaine des Chevaliers Sacrés débarque et tu as Kyo qui est en mode super fanboy en racontant toute sa vie, tous ses faits d'armes et tout, en disant oui, il paraît que elle et Hauser ont tenté une relation, mais ils ont essayé 3 jours après. Et j'étais là. Parce que autant Gil Thunder à Margaret et Gryamor à Veronica. On n'a vu aucune des deux, d'ailleurs. C'est plutôt étonnant, je trouve. Mais c'est vrai que Hauser se retrouvait un petit peu tout seul. Et donc, sachant que Jericho était quand même légèrement focalisé sur Ban, voilà, Gila se retrouvait avec plus vraiment grand monde non plus à se mettre sous la dent, soyons très honnêtes. Et on va dire que Gauser n'était pas exactement le partenaire idéal. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Et donc, qu'elle ait tenté de se mettre avec Hauser, je trouve ça à la fois génial et débile. En vrai, je suis sûre que ça aurait pu marcher. J'aurais beaucoup. Je trouve ça intéressant que ce soit les seuls du coup qui a priori n'ont pas eu de gamin ou quoi que ce soit. Et donc Gila se pointe du coup et démasque assez rapidement du coup Jericho en lui disant mais tu n'avais-tu pas promis d'utiliser les pouvoirs que tu as hérités de ton frère pour faire le bien? N'étais-tu pas parti du côté de Benwick pour aider le roi Ban et la reine Elaine? Ce qui nous confirme encore une fois effectivement et d'être le maître du coup de Lancelot, puisque effectivement Jericho est le maître de Lancelot. N'avais-tu pas promis du coup d'être le maître de Lancelot, machin et tout ça? Et en fait, ce qu'elle explique, enfin, ce qu'on comprend à travers cet épisode, c'est que il s'est passé quelque chose dans l'enfance de Lancelot, dont même moi, en ayant lu le manga, alors, Fortnite of the Apocalypse, mais le petit préquel qui était paru, même moi, avant la sortie de Fortnite, il me semble, hein, même moi, je ne sais pas exactement de quoi il en retourne, mais ce qu'on sait plus ou moins, de par ce petit spin-off, on va dire, c'est que Lancelot n'était pas pris au sérieux par son père, vu le caractère de Ban est vraiment surprenant. Un petit peu comme Tristan avec Perceval, avec Meliodas d'ailleurs. Ils ont légèrement des daddy issues de, de, de chevalier de l'Apocalypse. Et donc, qu'il a voulu impressionner son père et s'est foutu dans une situation difficile qui tourne autour d'un lac. Et on sait qu'ils ont disparu pendant quelques années. Jericho nous dit 3 ans. Et après ça, Lancelot l'a cherché pendant 2 ans. Et visiblement, tout ce qui s'est passé là-dedans a permis à Lancelot de devenir particulièrement fort et à Jericho de rejoindre les rangs d'Arthur. On l'apprendra vraiment un peu plus tard, mais dans la discussion avec Gila, donc Gila qui essaye un petit peu de comprendre ce qui a bien pu se passer, elles échangent un petit peu des passes d'armes et franchement, mais je vous assure, voir ces deux-là se battre avec la vitesse, les machins et tout, c'est génial. Je veux voir ça plus souvent. Et donc en gros, effectivement, Jericho est arrivé des pouvoirs de glace de son frère suite aux événements de la saison 2, concrètement, où son frère était mort, je crois, en affrontant l'espèce de nuage vaporeux avec toutes ces têtes bizarres là. J'ai oublié son nom là d'un coup, mais je suis plus très sûre. Mais en tout cas, son frère était mort. Et en fait, Jericho avait perdu son pouvoir magique
à la fin de la saison 1 après avoir manqué de se transformer en démon à cause du sang qu'elle avait ingéré. Mais elle avait été sauvée par Ban. En fait, ça lui avait fait perdre ses pouvoirs magiques, mais suite à la mort de son frère, elle avait plus ou moins récupéré ses pouvoirs de glace. Voilà, globalement. Ce que d'ailleurs Gila va mentionner. Et c'est très intéressant, puisque du coup, alors que Jericho pense s'être débarrassé de Gila en la congelant, Gila va nous révéler une nouvelle forme qui, encore une fois, fait tellement sens avec les événements de la série que j'appelle ça du génie, perso. Franchement, Nakaba Suzuki et Hiro Mashima, ça fait partie des auteurs que j'admire beaucoup en termes des univers qu'ils arrivent à proposer. Puisque du coup, comme je l'ai mentionné juste avant, Jericho et Gila faisaient toutes les deux partie de la nouvelle génération à l'époque de Nanatsu, qui avait ingéré du sang de démon dans l'espoir de devenir plus puissant. Sauf que là où Jericho, on lui avait enlevé ça, enfin Ban lui avait enlevé ça, alors qu'elle était en train de se transformer en monstre, Gozer, lui, avait utilisé sa magie de contrôle mental pour effacer les mauvais souvenirs que Gila avait dans la tête et qui la faisaient du coup chercher cette puissance, pour garder le sang sous contrôle. Ce qui fait que Gila a toujours du sang de démon en elle, en fait. Et donc, elle a appris avec le temps et l'entraînement à le faire apparaître, en fait. Et franchement, elle a une apparence vraiment stylée, avec des marques de démons, des mains particulières et tout ça. Mais malheureusement, ça ne suffira pas puisque Jericho va réussir à la congeler une fois de plus. Donc, pour qu'elle arrive à contrer la magie de démon, c'est qu'elle est quand même à un certain niveau. Et c'est là qu'arrive Lancelot, du coup, qui avait bien compris qu'il y avait un truc bizarre qui se passait en dehors des deux zigotos là, qui détruit le mur de glace derrière lequel avait été enfermé Jade et Kion. Du coup, il pouvait vraiment intervenir. Et donc, Lancelot va briser ce mur d'un seul coup. Est-ce qu'on est vraiment surpris à ce moment-là, à ce niveau-là? Et va confronter en fait Jericho, va réussir à sauver Gila qui a de nouveau été congelée, et va partir à la poursuite de Jericho qui, elle, se retrouve devant un prisonnier qui, a priori, est plutôt lambda, mais qui a l'air d'être un chevalier de Camelot. Et le gars va lui dire mes liens sont magiques, tu pourras pas me sauver, tue-moi avant que je révèle des secrets sur Camelot, quoi. Bon, moi dans ma tête, je m'étais dit t'es accroché par les poignets, coupe-lui les bras et on n'en parle plus, quoi. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Et du coup, semblerait-il que Jericho le congèle au niveau de la tête, le tue en fait, et Lancelot arrive trop tard pour sauver ce prisonnier, quelle que soit la raison pour laquelle il était important dans l'histoire. Et c'est là qu'on va avoir la confrontation entre Jericho et Lancelot qui... Vous vous souvenez quand je vous avais dit que Hauser faisait partie des personnages qui, bon, par rapport à Nanatsu, avaient plus ou moins bien tourné. Et j'avais mentionné un autre personnage qui, pour le coup, avait vraiment mal tourné. Et ben c'est parler de Jericho, du coup, parce que, certes, elle a rejoint les rangs de Camelot et d'Arthur, sauf que ce qu'elle va nous révéler dans cet épisode, et qui est particulièrement glauque, soyons très honnêtes, c'est qu'en fait, pendant les 3 ans qu'ils ont passés dans ce qu'elle appelle l'autre monde, quoi que ce soit, où en fait ils ont dû se battre pour leur survie, ça a été très très compliqué, bah en fait, elle a fini par tomber amoureuse de Lancelot, qu'elle précise elle-même être un gamin de 18 ans, son cadet, et qu'elle a toujours plus ou moins considéré comme un petit frère. Et là où ça devient d'autant plus glauque et d'autant plus digne d'interprétation psychologique, c'est que bah, c'est le fils de Ban, le mec dont elle était complètement amoureuse à la base. Donc c'est presque de la projection à ce niveau-là. Donc c'est compliqué. Moi je fais partie des personnes pour qui ça ne m'aurait pas dérangé que Elaine meure pendant Nanatsu Taizai, réellement, et que du coup Ban apprenne à laisser partir du coup la personne qu'il aimait et ce rêve un petit peu inaccessible de ramener Elaine à la vie, et finissent par avoir des sentiments, quitte à ce que ce soit dans le futur, vous voyez, mais pour Jericho, qui a toujours été là et qui expliquait lui-même que c'était une des rares personnes qu'il arrivait à tolérer. Et bon, finalement, Elaine a survécu et elle a fini par se mettre avec. Je suis aussi très contente par rapport à ça, en soi. Mais d'un point de vue narratif par rapport à Nanatsu seul,
Je trouve que ça aurait pu être au niveau de la morale, au niveau de la leçon, plutôt sympathique. Mais bon, c'est pas ce qui s'est fait. Et donc du coup, voilà, elle nous dit que bah, elle est tombée amoureuse de Lancelot et que bah, de le voir aussi près, elle peut pas, comment dire, retenir ses sentiments, donc elle se met à pleurer. Et en fait, Lancelot, qui est capable de lire dans son esprit, voit totalement de quoi elle parle en fait. Sauf que lui, a priori, il la considère totalement comme une grande sœur en fait. Et lui, il pensait au début en fait qu'elle s'était tirée parce qu'elle en avait marre de s'occuper de lui, mais non, non, c'est parce qu'elle avait peur en fait que ses sentiments, particulièrement controversés, soient révélés un jour au monde. Et je suis vraiment pas sûre que Ban aurait fait partie des personnes qui auraient accepté le truc. En vrai de vrai, je suis pas méga convaincue par l'idée. Et c'est là que elle va nous révéler un truc particulièrement intéressant sur le royaume de Camelot, c'est qu'en fait, Arthur, d'une manière ou d'une autre, avec les pouvoirs du chaos qu'il a récupérés à la fin de Nanasu, a réussi à créer un monde dans lequel Jéricho, ben, en fait, se retrouve seul avec un autre Lancelot qui n'aime qu'elle, et ils sont tout seuls dans ce monde et tout est parfait, tout est beau. Vous savez à qui Jéricho me fait penser maintenant? Elle me fait beaucoup penser à... Alors j'ai un doute, c'était Morgane? Ah, je sais plus comment elle s'appelait. L'apprentie de Merlin, l'apprentie sorcière, là, qui était en obsession totale sur Gilsunder. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Bah, elle me fait totalement penser à elle, en fait, maintenant. Et c'est glauque et j'avoue que une part de moi est triste. Est vraiment très triste et déçue que Jericho ait tourné de cette façon. Mais encore une fois, ça peut être très intéressant au niveau narratif puisqu'on a un personnage qu'on connaissait qui est passé du côté des méchants, là où jusqu'à présent, les chevaliers d'Arthur, Arthur mis à part, on les connaissait pas vraiment, quoi. Tous les chevaliers sacrés étaient restés du, entre guillemets, bon côté. Donc, c'est intéressant. Ce qui fait que il y a vraiment un enjeu qui est en train de se créer autour de Lancelot et de sa confrontation avec Arthur, plus qu'avec les autres cavaliers de l'Apocalypse. Même si on a quand même Gawain, qui a priori est la nièce de Arthur, on a Perceval, dont le père est un des chevaliers d'Arthur, mais ça reste assez léger pour le peu qu'on en voit pour l'instant. Lancelot, d'un côté, il a plus ou moins corrompu et totalement lavé le cerveau de son maître, pour tout ce qu'on en sait, mais également, a priori, va lui piquer sa meuf du futur, quoi que ce soit sa relation avec Guenièvre, mais voilà, il y a deux, trois éléments qui font que Lancelot est vraiment montré, comme un peu dans les légendes, soyons très honnêtes, comme l'ennemi direct de Arthur, en fait. Et pour l'instant, de ce qu'on en sait, Tristan n'a pas de lien particulier avec Arthur ou avec les chevaliers de Camelot en général, en dehors de c'est ma mission, point. Donc peut-être que Tristan va développer une raison plus profonde de détester Arthur personnellement, et pas juste ce que lui et ses chevaliers représentent. Voilà, en tout cas, on peut toujours espérer, sait-on jamais. Donc voilà, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. C'était une review qui était plutôt mastoc, mais j'avais des trucs à dire. Parce qu'il y avait des choses à dire sur cet épisode qui était vraiment très très bon. J'apprécie beaucoup qu'on se soit vraiment focalisé là-dessus en fait dans cet épisode. C'est pour ça, encore une fois, le rythme me paraît rapide, mais en même temps, j'ai pas non plus en soi ce sentiment qu'il y a quelque chose qui déconne ou qui rush les événements ou autre. C'est juste mon rapport manga animé quoi. Voilà. Je sais pas combien de chapitres ils ont adapté par épisode, je serais curieuse de checker ça après coup. Mais donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder mes autres reviews de Fortnite of the Apocalypse si vous tombez sur celle-là par hasard. La saison 2 arrive dans un mois et des brouettes au moment où je tourne. Vous, je pense que vous la verrez du coup après, un peu plus tard par rapport à mes reviews là, de la saison 1 que je finis. Je vous promets, il me reste deux épisodes, ouais. Je vous promets que je finis ça avant de commencer la seconde. Et la seconde, je vais m'y tenir cette fois. Mais voilà, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et puis on se voit la prochaine fois pour l'avant-dernier épisode de cette saison, l'épisode 23. Allez, portez-vous bien, bye.